Le 19h30, François de Brigode. Bienvenue dans ce journal, voici le titre de l'actualité. Une prudence maximale, c'est le mot d'ordre dans l'ensemble des hôpitaux. Cela aboutit même parfois au report de certaines consultations. On fera le point à Guillaume Wolf en direct et avec notre invité aussi, Marie-Hélène Beaupin, elle est infirmière en chef au CHU de Liège. Les centres de traçage tournent à plein régime, ils sont submergés, vous allez le voir. On embauche aussi massivement dans ces centres. Et puis première nuit de couvre-feu de minuit à 5h du matin. Les Belges ont respecté les nouvelles normes. Nous avons suivi une patrouille de police à Bruxelles. 6 semaines de reconfinement, l'Irlande est le premier pays européen à reprendre ce type de décision. On retrouvera notre correspondante à Dublin. Et puis Adieu les cons, c'est une comédie aigre-douce qui sort demain sur nos écrans. Elle est réalisée par Albert Dupontel et on peut y voir Virginie Efira. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Le nombre d'hospitalisations est actuellement aussi élevé en Wallonie que lors de la première vague de la pandémie. Environ 270 nouvelles admissions quotidiennes à l'hôpital chez nous. Guillaume Wolf, c'est pour cela que les hôpitaux ont pris un certain nombre de mesures qui concernent à la fois les patients mais aussi leurs proches. Oui François, parce que jusqu'à aujourd'hui, les hôpitaux de la région, de la province de Hainaut parvenaient à gérer la situation. Mais maintenant, la charge de travail liée au Covid déborde et dès demain, certains déprogrammeront des opérations chirurgicales ou des consultations non urgentes. Cela aura lieu dès demain. Alors pour comprendre cette décision, on regarde un petit peu les chiffres. Il y a pour l'instant 450 personnes hospitalisées dans le Hainaut pour Covid. C'est 3 fois plus que lundi dernier. Ici, dans les hôpitaux de la région, on ne parle plus de vagues, mais de murs. Alors, que font-ils ? Eh bien, ils suivent le plan d'urgence hospitalier. Il y a 5 phases, on est actuellement dans la 3e phase. Et dès demain, certains hôpitaux passeront dans la 4e phase, la phase 2A. Et cette phase, elle prévoit quoi ? Elle prévoit 60% de places réservées dans les lits d'hôpitaux de soins intensifs, réservées pour les patients Covid. Mais aussi, il faut créer 15% de lits supplémentaires. Ça demande donc du travail en plus, alors que les forces, les médecins, les infirmiers sont des gens sous-effectifs, justement à cause du Covid. Et donc, il faut libérer des forces, il faut libérer du personnel et c'est pour ça qu'on déprogramme dès demain des opérations non urgentes ou des consultations. Alors que faire chez vous, si vous avez une consultation prévue dans les prochaines heures ? Eh bien surtout, n'appelez pas les hôpitaux parce que vous risquez simplement de surcharger les gens qui travaillent là-bas. Laissez-les vous appeler, vous contacter pour programmer la consultation. C'est la meilleure chose qu'on peut vous conseiller ce soir. Merci Guillaume. Et suite à l'augmentation des cas de personnes contaminées au coronavirus, les centres de tracing sont débordés. Ils avaient licencié de nombreux travailleurs cet été. Aujourd'hui, ils embauchent massivement. Reportage au centre de tracing de Anse, Marie Bourguignon. Oui, bonjour, je m'appelle Cliff, je fais partie du centre du suivi du Covid-19 et je vous téléphone suite au test PCR que vous avez passé il y a quelques jours. Cela fait 2 semaines et demie qu'il travaille au service du tracing de Liège. Comme tous les agents de ce call center, Cliff passe des dizaines de coups de téléphone tous les jours. Je peux en faire sur une journée une trentaine, une quarantaine, ça dépend vraiment les coups de fil, comme je dis. Certains durent 10 minutes, certains durent 40, donc ça dépend les journées. Depuis l'augmentation du nombre de cas Covid ces dernières semaines, la situation est compliquée dans les centres de tracing. Chaque semaine, entre 50 et 60 agents sont recrutés. Ici, c'est vrai que pour le moment, il y a beaucoup plus en effet de fiches à traiter, car il y a quand même les nombres de cas qui augmentent. Et du coup, ici, il y a quand même quasiment 2 fois par semaine des nouveaux groupes de personnes qui sont formés, qui arrivent pour venir prêter main forte, parce que voilà, on n'est pas assez. Et du coup, s'il n'y a pas d'autres personnes qui viennent et qui sont recrutées, on risque d'être débordés. Les capacités de testing augmente en faisant du x3 par rapport à ce que l'on avait du début septembre. Donc la charge de travail dans le contact tracing augmente de manière exponentielle. Ce qui fait que l'on passe de 90 à 230 équivalents temps plein ici sur le mois d'octobre. S'ils recrutent massivement, les call centers du centre de tracing n'ont pas de mal à trouver des candidats avec des profils intéressants. On trouve de très bons profils de tout horizon, des infirmiers, des assistants sociaux. On a vraiment des profils que l'on ne trouve pas nécessairement dans les contact centers. C'est pour ça que j'en profite pour faire un appel à candidature, parce qu'effectivement, c'est un projet qui a une importance sociale et qui est aujourd'hui essentiel pour que l'on puisse endiguer la pandémie. D'ici la fin du mois d'octobre, les centres de tracing wallons ont pour objectif de passer de 230 à 400 équivalents temps plein.
Face à la saturation des centres de dépistage, les personnes qui n'ont pas de symptômes ne devront plus se faire tester. Mais par contre, elles devront se mettre en quarantaine. Celle-ci passe de 7 à 10 jours. Un constat pour les entreprises. Cela veut dire un certain nombre d'employés en moins et plus longtemps. Pour les médecins, ça ne veut pas dire moins de travail. Bien au contraire. Reportage Benjamin Carlier, Jennifer Istas. Dans cette entreprise namuroise, ces grandes machines servent à produire des vaccins, notamment celui de la grippe. En cette période, le carnet de commandes est particulièrement chargé. Problème, le personnel manque cruellement. Malheureusement, là où normalement on devrait être une dizaine de personnes à travailler à temps plein, on se retrouve à travailler à 3 ou 4. Ça peut demander des remplacements au pied levé de certaines personnes par d'autres. Et donc finalement, une réorganisation en permanence du travail pour arriver vraiment à tenir nos délais vis-à-vis de nos clients. Une situation vécue par de nombreuses entreprises qui comprennent les mesures de mise en quarantaine, mais restent inquiètes pour la suite. La situation est plus grave maintenant qu'elle ne l'était lors de la première crise. Parce que jusqu'à présent, les entreprises ont évidemment déjà dû s'adapter à la crise, prendre un certain nombre de mesures, mettre en place de la flexibilité, organiser le télétravail quand c'était possible. Ce n'est pas toujours possible pour toutes les activités, entre autres principalement la production. Et donc oui, ça amène une couche de pression additionnelle à une situation qui n'est déjà pas facile. Chez ce médecin généraliste, 2/3 des patients sont asymptomatiques. Elle rédige des certificats de quarantaine par dizaines, mais pas à n'importe qui. On va mettre le certificat de quarantaine pour la personne qui a eu le contact à risque. Donc si par exemple, monsieur est sorti et a vu son ami qui lui a été diagnostiqué positif, il rentre à la maison, il apprend que son ami est positif, monsieur va être en quarantaine, mais madame et les enfants ne vont pas forcément être en quarantaine, sauf si monsieur est diagnostiqué positif. Par contre, effectivement, je donnerai à monsieur des consignes non seulement de quarantaine, mais aussi d'isolement. Donc comment faire pour ne pas contaminer les membres de son habitation ? Depuis hier, pour ces personnes asymptomatiques, plus de tests à prescrire, mais la charge de travail de ce médecin reste la même. Je pense que les patients asymptomatiques, ils auront toujours besoin qu'on leur explique, qu'on les rassure, qu'on leur donne les règles, qu'on leur envoie le certificat de quarantaine, qu'on voit leur situation particulière avec eux. Et donc, ils vont quand même avoir besoin d'avoir un contact avec leur médecin, même s'ils ne sont pas testés. Pour réduire leur charge de travail, le GBO, syndicat des médecins généralistes, demande aux patients asymptomatiques de se tourner vers la médecine du travail pour que les généralistes puissent se concentrer sur d'autres missions. Nous allons nous rendre à présent dans une maison de repos namuroise. Le constat est général, les décès repartent à la hausse dans ces maisons de repos. Reportage et le point aussi de Benjamin Carly. Fa, sol, fa. Oui, ah oui, d'accord. Leçon de piano dans la chambre de cette résidente ce matin. Dans cette maison de repos namuroise, toutes les activités sont maintenues pour le moment. Seuls les retours des résidents en famille ne sont plus autorisés depuis la semaine dernière, car ici personne n'est positif pour l'instant et le personnel espère se faire tester le plus régulièrement possible pour éviter de faire rentrer la maladie dans l'institution. Ils puissent être écartés si jamais il y en a et que les résidents ne soient pas touchés par cette deuxième vague, puisque c'est eux qui sont le plus impactés. Et le plus vulnérable aussi si jamais il y a une deuxième vague ici. Car lors de la première vague, la maison de repos qui compte actuellement 67 résidents a été fortement touchée. Mais la grande différence avec le printemps dernier, c'est qu'aujourd'hui la maison de repos ne doit plus prendre des décisions dans l'urgence. L'accalmie de cet été nous a permis de nous remettre en question, d'analyser ce qu'on avait bien fait lors de la première vague, moins bien fait, et donc de réécrire des procédures, de les valider avec des experts hygiénistes, infectiologues du CHU. Nous avons commandé du matériel en suffisance pour faire face à une éventuelle rupture de stock. La plus grande crainte pour le personnel, mais surtout pour les résidents, c'est un reconfinement total. Si demain les visites des proches sont totalement interdites, cela risque d'être encore plus difficile à vivre que la première fois, comme le confirme Maggie de Donder, tout juste 90 ans. Il faut essayer de ne pas sombrer. Ça, je sais bien. Ne pas trop penser au passé et aller de l'avant. Tout le temps. Sinon, c'est la cata. Quelques chambres plus loin, Francine Mauroy tricote une écharpe pour l'un de ses 7 petits-enfants. Cette nonagénaire reçoit de la visite de sa famille tous les jours, mais regrette déjà de ne plus pouvoir aller chez eux. Oui, on peut les voir, mais moi je ne peux pas sortir pour l'instant. Ça ne vous ennuie pas trop? Quand même, oui, quand même. Si, ça, moi, surtout que je sortais beaucoup.
Dans cette maison de repos, tout est donc fait pour essayer de maintenir la vie la plus normale possible en prenant le maximum de précautions, même si on s'attend à de nouvelles restrictions très prochainement. Et Daniel Welter, on retrouve à Namur, il y avait réunion du gouvernement wallon. Aujourd'hui, des décisions ont été prises sur le fonctionnement justement des maisons de repos dans les prochaines heures et les prochains jours, Daniel. Nous avons un petit problème avec Daniel Welter. Effectivement, alors ce qu'on le retient d'abord, c'est que contrairement en mars dernier, les maisons de repos wallonnes ne vont pas fermer leurs portes. C'était important pour le gouvernement wallon de maintenir ce lien social, en fait. C'était très important de maintenir le lien social donc entre le résident et les proches. Donc elles ne vont pas fermer les portes complètement, les maisons de retraite, mais évidemment les visites seront limitées. Ce ne sera pas plus de 4 visiteurs pendant 2 semaines, toujours les mêmes. Ces visiteurs pourront venir par 2. Le port du masque chirurgical sera obligatoire pour tous les visiteurs. Ça veut dire que le masque en tissu ne suffit pas. Alors il y aura aussi l'hygiène des mains qui doit être respectée, on le savait déjà, ainsi que la distanciation de 1,50 m. Il est également demandé aux maisons de repos wallonnes de favoriser en fait les bulles par étage, avec toujours le même personnel pour endiguer cette propagation du virus. Bref, les mesures aujourd'hui sont renforcées dans les maisons de retraite wallonnes, mais celles-ci ne sont pas mises sous cloche. Un dernier petit chiffre à vous donner. Depuis la première vague, la Wallonie a constitué une réserve de masques. Il y en a 10 millions pour ses résidents et pour le personnel, soit pour 90 000 personnes. Merci Daniel. Notre invitée ce soir, Marie-Hélène Baupin, infirmière en chef au CHU de Liège. Vous étiez ici même le 12 mai, on sortait de la première crise. Vous étiez d'ailleurs venu pour la fête des infirmières. Alors aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que pour les infirmières, la situation reste très compliquée ou pas ? Alors, quand je suis venue au mois de mai, nous étions dans une décroissance du nombre de patients dans l'unité, dans l'hôpital et partout en Belgique. Les chiffres étaient bons. On voyait tout doucement la fin de la première vague. On voyait tout doucement la récompense des mesures qui avaient été appliquées un peu partout en Belgique. Et quelque part, on ressentait tout doucement les mesures de déconfinement arriver vers nous. Au mois d'octobre, qu'est-ce qu'on peut dire ? La vague, elle est là maintenant. Aujourd'hui, elle est là. Elle est là. Elle est là et elle nous inquiète très fort parce qu'on ne sait pas quand elle va terminer. Donc, nous, infirmières, dans la période du mois de mai et jusqu'en juin, on nous applaudissait, nous étions les héros. Maintenant, nous sommes plutôt des oiseaux de mauvais augure. En cela, pourquoi ? Parce qu'on nous associe aux chiffres qui sont de plus en plus mauvais, voire inquiétants, voire stressants. Et malheureusement, on ressent tout doucement on ne va pas dire le reconfinement, mais en tout cas des mesures strictes qui s'appliquent. Et on a l'impression que le public nous pense que nous sommes un peu associés à tout cela. La question est peut-être compliquée. Beaucoup d'infirmières et d'infirmiers l'ont dit aussi. Il y a un gros stress, on le sait. Qu'est-ce qui fait à un certain moment qu'une infirmière, un infirmier peut craquer physiquement et psychologiquement ? Alors une infirmière, elle doit récupérer. Elle doit avoir des prestations et puis de la récupération. Cet été, nous n'avons pas récupéré. Pourquoi ? Parce que nous avons dû reprendre tous les patients et faire un rattrapage de patients pour des nouveaux diagnostics et également des diagnostics. Il y avait d'autres maladies. Bien sûr. Et des diagnostics aussi, et des poursuites de traitement pour des patients chroniques qui s'étaient laissés aller, avaient manqué de soins et malheureusement avaient aggravé leur maladie. Et donc, vous avez l'impression de ne pas avoir récupéré. Est-ce que, pour sortir de cette situation de stress et sans doute de la surcharge de travail par rapport à cette seconde vague qui arrive, est-ce que vous avez l'impression qu'il faut absolument employer plus d'infirmiers ou d'infirmières stagiaires aujourd'hui ? Alors, les stagiaires, justement, j'ai eu un débriefing avec des stagiaires de 3e et de 4e année ce 14 heures. Ils sont prêts, ils veulent venir à l'hôpital, ils veulent terminer leur cursus, ils veulent terminer leurs études. Et en les briefant, je me suis rendu compte que finalement, ils étaient vraiment bien prêts à travailler avec nous, à apprendre et pouvoir venir rapidement nous regagner dès la fin des études. Vous allez me dire que vous n'avez pas de boule de cristal, vous avez l'impression que ça va quand même être très compliqué dans les prochaines semaines ? Oui. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous.
Un ministre en prison ce matin. Chez nous, Vincent Van Quickenborne, le nouveau ministre de la Justice, s'est rendu à Andenne. Les établissements pénitentiaires ont dû prendre des mesures pour éviter le plus possible que les détenus soient atteints par le Covid. Et les espaces en prison, vous le savez, sont réduits, ce qui complique bien évidemment la situation. Le reportage de Laurent Rard. Le nouveau ministre de la Justice en pleine discussion avec un détenu sur les conditions de détention en plein coronavirus. Toutes les semaines, donc, on a le droit d'avoir une vidéoconférence. J'en profite pour sonner à l'étranger ou à ma compagne. Donc voilà, ça permet d'avoir un petit regard sur l'extérieur, on va dire. La prison d'Andenne compte un peu plus de 400 détenus. Un seul cas de coronavirus a été détecté, c'était en mars. Depuis, la procédure est claire et appliquée à la lettre pour éviter toute contamination à l'intérieur de l'établissement. Si le détenu est asymptomatique, on ne le laisse pas en quarantaine. S'il est symptomatique, évidemment, on l'isole. Et alors, les détenus seront testés au jour 5, suivant le congé. L'établissement pénitentiaire a dû prendre des mesures, notamment dans des lieux sensibles, comme la salle des visites. La prison, c'est une petite ville, donc on doit s'adapter. Ici, on a dû, par exemple, mettre des plexiglas pour les salles de visite. Et puis, on devait, en fonction de l'évolution du virus, permettre plus ou moins de liberté aux détenus. Les horaires de visite ont été revus, une par semaine, pendant maximum 1 heure et sur réservation. Les visites hors surveillance, elles, sont supprimées. Heureusement, les détenus peuvent continuer leur travail à l'atelier, une nécessité pour eux. On occupe ici à peu près entre 90 et 120 détenus par jour. Ça représente plus ou moins 1/3 de la population carcérale d'Andenne, ce qui permet de diminuer un peu la tension. Si la prison d'Andenne s'en sort bien avec un seul cas de coronavirus, d'autres établissements ont eu plus de problèmes. Namur et Saint-Gilles sont maintenant, on a enlevé le confinement. Ah oui, il y a encore la quarantaine. Pour le reste, dans toutes les prisons, la situation pour le moment est sous contrôle. Mais tout le monde craint ici pour les prochaines semaines, car la pandémie est loin d'être finie. C'était la nuit passée, la première nuit de couvre-feu entre minuit et 5 heures du matin est entrée en application sur tout le territoire. Les vacances de Toussaint seront sans doute un premier grand test pour voir si la population respecte ce couvre-feu. Nous avons suivi les policiers de la zone de police de Bruxelles-Capitale-XL. Reportage Patrick Michal, Fabrice Gérard. Quelques mots d'explication par rapport au couvre-feu. Faire respecter un couvre-feu entre minuit et 5 heures du matin. C'est une première pour ces policiers de la zone Bruxelles-Capitale-XL. Il est près de 23 heures, les dernières consignes sont données. D'abord, on va vraiment leur expliquer, leur dire, attention, il va être minuit, et leur expliquer qu'entre minuit et 5 heures, les gens doivent se trouver maintenant chez eux, sauf s'ils ont une raison valable d'être sur l'espace public. Le message est plutôt bien passé. Les rues du centre de la capitale sont quasiment désertes. À quelques minutes des 12 coups de minuit, ces 2 touristes profitent de la splendeur du décor. C'est vraiment exceptionnel, il n'y a personne et c'est juste magnifique. On profite effectivement de conditions vraiment très particulières. On a bien fait de venir. On a 8 minutes à pied, on sera rentré et voilà. On ne sera plus dans les rues de Bruxelles à minuit. Et puis il y a les plus fragiles, ceux qui sont à la recherche d'un abri pour passer la nuit. D'abord, est-ce que vous êtes au courant qu'entre minuit et 5 heures du matin, vous ne pouvez plus être dans la rue? Non, je ne suis pas con. Je vous le dis, ça rentre en application maintenant. Ça fait un quart d'heure. Ça va? Donc si vous restez dehors, ça va vous causer des problèmes. Minuit et demi passé, fini la prévention. Ceux qui sont en rue sans motif valable sont systématiquement verbalisés. C'est le cas de ces 2 jeunes gens à vélo. Oui. Est-ce qu'on peut vous demander ce que vous faites en rue? Nous rentrons à la maison. Et vous venez de où? De la chorale. Eh bien, on va devoir vous demander votre carte d'identité. Oui. Parce que vous savez que vous ne pouvez plus vous trouver sur l'espace public à partir de minuit. Non, ici, on ne se pose pas la question. Les mesures du gouvernement sont claires. De minuit à 5 heures du matin, il n'y a personne en rue. Sauf si on a une excuse valable pour être sur l'espace public. Maintenant, voilà, si les gens n'ont pas de raison d'être en rue, on verbalise. Point. Pour cette première nuit de couvre-feu dans le centre de la capitale, la police n'a dressé qu'une vingtaine d'amendes de 250 €. Reste à voir si la mesure sera aussi bien respectée dans les prochains jours et les prochaines semaines. Bonjour.
Bonjour à tous. Les règles de testing changent au moins jusqu'au 15 novembre prochain. L'objectif est de diminuer la pression dans les laboratoires et les centres de dépistage qui sont débordés. Désormais donc, seuls les malades avec symptômes, les personnes de plus de 65 ans ou encore le personnel soignant, eh bien toutes ces personnes seront testées. Pour les autres personnes, celles qui n'ont pas de symptômes mais qui ont côtoyé quelqu'un de positif à moins d'1,50 m, eh bien ce sera à quarantaine pendant 10 jours, mais pas de test. Idem pour les personnes qui reviennent de l'étranger en zone rouge, quarantaine mais pas de test. Notez encore que d'ici la fin de la semaine, l'accès au centre de dépistage se fera aussi via rendez-vous. La première nuit du couvre-feu en Belgique s'est passée dans le calme selon les premiers échos qui nous sont revenus. À Bruxelles, une vingtaine de PV ont été dressés. Les contrevenants encourent une amende de 250 €. Je vous rappelle que le couvre-feu est d'application de minuit à 5 h du matin. L'Irlande est le premier pays de l'Union européenne à se reconfiner dès demain, mercredi. Les écoles resteront ouvertes par contre, mais l'ensemble des commerces non essentiels devront fermer, de même que les bars et les restaurants. Tous les Irlandais sont appelés à rester chez eux, sauf ceux qui ont un métier essentiel. Au Royaume-Uni, le Pays de Galles va également se reconfiner totalement. En France, une marche blanche est organisée ce soir à Conflans-Sainte-Honorine, là où un enseignant a été décapité pour avoir enseigné la liberté d'expression. Professeurs, élèves, habitants veulent rendre hommage à Samuel Paty. Demain, c'est un hommage national qui, lui, sera rendu à la Sorbonne. Samuel Paty qui sera décoré à titre posthume de la Légion d'honneur. Les nouvelles mesures anti-Covid concernent également le sport et les stades de football en Belgique. Après une première réunion hier entre la Pro League, les responsables de sécurité et les ministères régionaux, eh bien, le nouveau protocole du championnat de Belgique doit être validé aujourd'hui. Il devrait réduire de moitié la capacité actuelle des stades belges. Consommer des boissons et de la nourriture devrait également être interdit. Un nouveau protocole qui devrait entrer en vigueur dans les stades de football dès ce week-end. Sur le terrain, retour de la Ligue des Champions ce soir avec le début des phases de poule. Le club de Bruges se rend au Zénith Saint-Pétersbourg. Coup d'envoi à 18h55. Enfin du cyclisme et le début aujourd'hui du Tour d'Espagne. Dernière grande course à étapes de la saison. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci d'être à notre écoute.